Du SNEG. Le SNEG, c'est au Souvenir des entreprises guadeloupéennes. C'est un combat qu'ils mènent depuis des mois, des années même déjà. Dominique, merci d'être avec nous. Est-ce que les choses avancent pour le SNEG? Bonjour Monsieur Zandounis, bonjour à Naïla. Vous avez rectifié de vous-même, c'est pas sauvons nos entreprises, mais c'est sauver notre entreprise guadeloupéenne. Notre entreprise guadeloupéenne, parce qu'on personnalise notre action entreprise par entreprise. Alors, donc la question... Oui, je posais la question, c'est un combat que vous avez entamé déjà plusieurs mois, plusieurs années déjà. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent? Oui, je peux dire à l'heure, sans faire un bilan réel, aujourd'hui, que les choses avancent. Parce que j'ai eu la chance quand même, jusqu'à présent, peu de 4 ans que nous avons monté cette association pour dénoncer les dysfonctionnements du RSI. On va revenir 3 minutes dessus tout à l'heure. J'ai eu la chance d'être invité sur beaucoup de plateaux de télévision pour pouvoir m'expliquer et m'exprimer. Et donc, à ce titre-là, je remercie l'ensemble des médias de m'avoir permis d'être sur leur plateau. Deuxième chose, je remercie les parlementaires et les élus de manière générale, mais surtout les parlementaires. Nos 7 parlementaires nous ont reçus sans aucun problème. Nous avons pu dire ce que nous avons à dire. Et il y en a qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, notamment le sénateur Théophile qui a fait une question d'actualité au Sénat. Il y a le sénateur Lurel qui m'accompagne très fortement sur la ZFA Nouvelle Génération. Et il y a aussi la sénatrice Jasmin qui nous a permis d'être au Sénat à nouveau pour, le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous avons expliqué les difficultés des chefs d'entreprise. Et je n'oublierai pas Olivier Servat qui nous avait reçus à l'Assemblée nationale. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui avance? C'est-à-dire que nous avons profité du 1er janvier 2018, je dis bien 2018, parce que c'était le top départ de la transition du RSI vers le régime général, et notamment la SSI, qui est la sécurité sociale des indépendants. Néanmoins, même si nous avons regardé du coin de l'œil cette transition, nous sommes un peu restés sous notre faim, parce que tous les dysfonctionnements qu'il y avait au RSI se retrouvent aujourd'hui au régime général sans pour autant qu'il y ait eu de modification, et l'ensemble des chefs d'entreprise continuent à être tyrannisés, continuent à être matraqués par rapport à des erreurs de calcul et autres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que même nos parlementaires ont écrit et ont demandé des informations sur la feuille de route de cette transition qui est programmée sous la houlette de Dominique Giorgi pendant 2 ans. Nos parlementaires n'ont pas d'informations. Donc ce qui veut dire que nous nageons en pleine opacité, et c'est cela que nous sommes en train de combattre. Parce qu'il y a eu un moment, ce néo-logiciel, je pense. Oui. Est-ce que ça a perdu? Est-ce que ça a été rectifié? Alors que nos téléspectateurs comprennent un peu, sans rentrer trop dans le détail, voilà un organisme qui s'appelle le RSI, qui a vu la naissance en 2006, et cet organisme, avec toutes les contradictions qu'il avait en son sein, notamment qu'il n'était pas de mutuelle pour pouvoir collecter de l'argent et tout ce qui s'ensuit, qu'il n'avait pas la DSP, la délégation du service public, n'était pas justifiée, et donc ce logiciel, cette structure pouvoir fonctionner, a fait programmer un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2. Oui. Mais ce logiciel n'est rien d'autre qu'un programme, et comme tout programme, pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin de données. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux URSSAF de donner des informations comme les noms, prénoms, numéro d'immatriculation, paiement, retraite et tout ce qui s'ensuit. Et donc, quand ils ont marié ces 2 logiciels, le SNV2 du RSI et le TAIGA des URSSAF et du SCR aussi, et donc ces 3 logiciels mariés ensemble ont provoqué un bug informatique, et ce bug informatique a créé des dysfonctionnements qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, puisque rien n'a été modifié, à tel point qu'en 2008, serait-ce que 2008, je ne parle même pas de 2012, déjà en 2008, la Cour des comptes, parce qu'encore une fois je le dis, on peut ne pas me faire confiance, mais quand même la Cour des comptes, c'est le juge de paix en la matière. Et la Cour des comptes a condamné ce logiciel, exigeant du RSI qu'il y ait des rectifications afin que les sommes demandées, les créances demandées puissent être justes. Et je donne juste un comparatif.
Quand nous sommes rentrés dans la période du prélèvement à la source, le gouvernement a mis en place un logiciel et il y a eu beaucoup de ratés. Tout le monde l'a entendu, il y avait des problèmes de logiciel, le logiciel buguait, et donc il y en a encore toujours. Et le gouvernement a procédé à des rectifications, des remises à niveau, des remises à jour. Et depuis 12 ans, le RSI, lui, a un logiciel qui fonctionne très mal, qui émet des créances injustes, qui fait que ces créances injustes ne permettent pas aux chefs d'entreprise de payer, puisque la loi même dit que on ne peut pas vous demander un prélèvement au-delà de ce que vous gagnez. Or, un chef d'entreprise, par exemple, qui est à l'époque, puisqu'il y a une modification depuis avec la loi Pinel, à l'époque, quand vous aviez un auto-entrepreneur qui ne devait pas dépasser 28 000 euros, un micro qui ne devait pas dépasser 32 800 euros, et ces personnes-là se retrouvant avec une taxation du RSI à 80 000, voire 100 000 euros à payer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que quand vous avez les URSSAF, par exemple, qui demandent à un chef d'entreprise de payer une taxation, et tenez-vous bien, je pense que les téléspectateurs sont bien accrochés à leur siège, de 800 millions d'euros, et que 800 millions d'euros, je persiste, parce que nos téléspectateurs pourront aller sur les sites que je donnerai à la fin de notre site et pourront voir cette affaire. Et il a fallu que ce chef d'entreprise dépose plainte contre les URSSAF pour obliger le tribunal à obliger les URSSAF à annuler cette créance. On marche sur la tête. Donc, ce qui veut dire que ce logiciel a continué à perturber les chefs d'entreprise à tel point que le président de la République lui-même a ordonné la suppression du RSI. Ça veut dire que si un président de la République demande cette suppression, c'est parce qu'il y a un problème. Derrière ça, ça a été validé. La demande du président de la République a été validée, je dis bien validée, par le vote des parlementaires le 26 octobre 2017 qui a enterré définitivement et législativement le RSI. Je me pose juste... Et qui est rentré par la suite en 1er janvier 2018 dans la transition. Nous sommes au milieu du guet puisque nous sommes au début 2018. Il nous reste encore un an. Et il se trouve qu'en condamnant, si les parlementaires ont jugé utile de supprimer législativement le RSI, si le président de la République a demandé sa suppression, si le RSI lui-même a supprimé son propre ISU, l'interlocuteur social unique, rendant cette structure, cette ISU, responsable des dysfonctionnements, ça veut dire qu'il y avait un réel problème. Alors, question, pourquoi ont permis à exister et à fonctionner au mépris des règles? Deuxième chose très importante, c'est que le RSI qui a une obligation, je dis bien une obligation d'autocontrôle, parce qu'un chef d'entreprise, quand il émet une facture, par exemple, je viens faire le carrelage du salon de Danix Andronis, je lui dis, voilà, au mètre carré, ça va vous faire tant. Eh bien, à ce moment-là, quand je fais la facture, je dois bien vérifier que j'ai mis le bon métrage, que j'ai mis le nombre de ciment, le nombre de ceci, cela. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça un autocontrôle. Et le RSI, les URSSAF et tout ça, même la sécurité sociale, sont obligés de procéder à l'autocontrôle. Et monsieur Zandronis, rappelez-vous, vous avez reçu, peut-être pas vous, mais Canal 10 a reçu sur ce plateau même, monsieur Yakou, lui-même, directeur de la sécurité sociale, qui l'ont reçu, et lui-même disait qu'il avait demandé, si ma mémoire est bonne, je le dis à brûle pour point, il avait demandé à sa hiérarchie de lui fournir l'applicatif, c'est-à-dire le logiciel pour pouvoir contrôler les créances demandées par la sécurité sociale, et il ne l'avait pas eu. Ça veut dire que derrière, vous avez quand même une puissance qui est très forte qu'on appelle les lobbies. Eh bien, ces gens-là sont dangereux. Et aujourd'hui, nous partons, on discutera à la fin, nous partons à Paris pour pouvoir sceller le sort du RSI parce que nous n'allons pas en rester là. Alors, il y a quand même quelque chose qui se passe en Guadeloupe et c'est bon de pouvoir vous le signaler, c'est que depuis quelques années, justement du fait des charges importantes de l'URSSAF, il y a de plus en plus de jeunes ou d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui choisissent le cas comme statut de micro-entrepreneur. Alors, ça cause un problème visiblement, puisque de l'autre côté, semble-t-il, le Pôle emploi, mais plutôt la sécurité sociale, considère que c'est du travail dissimulé. C'est-à-dire que quand vous employez quelqu'un en tant que micro-entrepreneur
dans une entreprise, c'est-à-dire que cette personne n'est pas soumise à lui, l'entreprise n'est pas soumise à lui, ça, mais la personne fait le travail, et bien en tant que micro-entrepreneur, c'est du travail dissimulé. Mais au regard de la situation sociale des entreprises, puisque M. Yacoub même disait que s'il appliquait de façon rigide Tout à fait. toutes les mesures et toutes les difficultés qui remontent, en fait, tous les charges qui remontent des entreprises, il y aura entre 4 et 5 000 entreprises qui fermeraient. Alors, quelle est la solution? Alors je voudrais profiter de ce temps d'antenne pour saluer tout le travail fait par M. Yacoub. Parce qu'effectivement, s'il fallait appliquer les règles, je pense que beaucoup d'entreprises seraient passées à la trappe. Deuxième personnage que je voudrais saluer, c'est le président de la Sécurité sociale, M. Janqui, avec qui je nourris une excellente relation, parce que c'est pas tout de mener un combat, mais il faut apporter des solutions aux chefs d'entreprise qui sont tyrannisés. Et donc je pense qu'à un certain moment, même si on reste arc-bouté sur sa position de combattant, mais il faut ouvrir une voie dans le dialogue et de la communication. Et en ce sens-là, j'ai trouvé la personne idéale en ce qui concerne M. Janqui et son premier vice-président, avec qui nous entretenons d'excellents rapports. Deuxième chose, le statut de micro-entrepreneur est une hérésie pour moi. Ça n'aurait pas dû exister, parce que ça complique encore plus la tâche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le micro-entrepreneur, c'est une espèce d'hybride entre la micro-entreprise et l'auto-entrepreneuriat. Et il se trouve que les auto-entrepreneurs, premièrement, n'ont pas un volume financier suffisant pour pouvoir acquérir le nombre de cotisations pour pouvoir espérer une retraite correcte. Vous savez où ils prennent le différentiel, le delta? Ils le prennent sur, justement, ceux qui sont en micro-entreprise. Et donc, on augmente, je persiste à dire ce que je dis, on augmente mécaniquement la charge des micro-entreprises pour compenser les auto-entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose c'est une espèce de bâtard qui n'aurait pas dû exister. Deuxième chose, je pense que nous n'avons pas besoin d'auto-entrepreneuriat en Guadeloupe, parce que la micro-entreprise est excellente, sauf que, je dis une seule chose, il faudrait changer comment dirais-je, le mode de prélèvement. Les gens qui sont en micro-entrepreneurs et micro-entreprises, ils sont taxés sur leur chiffre d'affaires. Oui. D'accord? On ne doit pas excéder 28 32 800, mais avec la loi Pinel, ça a augmenté. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça a augmenté. Mais ces personnes-là sont taxées sur le chiffre d'affaires. Oui. Mais quand vous avez un volume, prenons juste, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je prendrai quand même 1 minute pour pouvoir en parler. Quand vous êtes dans ce statut, que vous êtes lié au chiffre d'affaires, prenons un chef d'entreprise qui dégagerait 25 000 euros par année. Mais quand on prélève, en tant que micro-entrepreneur, micro-entreprise, c'est la même valeur de taxe. Quand vous prenez ce ratio de 25 000 euros et que vous appliquez les 37% de prélèvement du RSI, mais on prend 37% sous les 25 000 euros. Bien sûr. Mais quand vous avez déduit cet argent-là, vous n'avez pas encore payé les frais courants, loyer, électricité, eau, téléphone, et vous n'avez même pas encore fait rentrer votre loyer, votre salaire et autres. Bon, ça c'est juste l'image. Tandis que lorsque vous êtes au réel simplifié, vous êtes taxé sur vos bénéfices. D'accord? Et en étant taxé sur les bénéfices, vous avez déjà déduit le loyer, l'électricité, l'eau, le téléphone et votre salaire. Et c'est sur ce qui reste, vous allez être ponctionné. Le RSI dit 47-48%, nous avons des éléments qui disent que c'est 50,07% de prélèvement. Et donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a un problème. Parce qu'il y a un différentiel qui ne permet pas à ceux qui sont en micro et en auto de dégager suffisamment d'argent pour pouvoir espérer vivre bien. Parce que le but d'ouvrir une entreprise, c'est de dégager suffisamment de profit pour pouvoir vivre bien. Et je rajoute quelque chose, c'est qu'il y a une double peine qui est infligée à certaines personnes qui sont chefs d'entreprise et qui sont pénalisées par ça. La double peine fait que quand vous dégagez un peu de bénéfices et que vous décidez de prendre ce qu'on appelle des dividendes, eh bien là, le RSI vous matraque à nouveau en prenant 60% de vos dividendes.
il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, d'une part, vous avez la CSG, vous avez les taxes à payer, vous avez les impôts quand vous êtes imposable, vous avez toutes sortes de choses, la TVA et tout ce qui s'ensuit. Mais quel intérêt pour quelqu'un d'être chef d'entreprise? Ça pose un problème. Oui, mais alors, quelle est la solution? Parce que on dit que l'entrepreneuriat se développe en Guadeloupe de façon plus importante qu'en France, ce qui est peut-être vrai, mais ce sont des entreprises avec un personnel. Une personne, et qui ne peuvent pas embaucher, qui ne peuvent pas prendre de stagiaires, etc. etc. Et on est soumis en Guadeloupe au même taux de prélèvement que les grandes entreprises françaises. Alors la question tombe à point nommé, et je vais répondre en deux phases. La première phase, c'est que effectivement, nous avons un problème avec le taux, avec la fiscalité en Guadeloupe. À tel point que Mme Girardet elle-même a déjà dit qu'elle va porter une consultation sur la fiscalisation en Outre-mer. Je demande à voir quand même, parce que l'article 1 de la Constitution dit que la France est une et indivisible. Donc, j'aimerais savoir comment elle va faire. Deuxième chose, je voudrais tordre le cou à une réponse que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a faite à notre maire du Lamentin, M. Sapoti. Parce que M. Sapoti n'a même pas posé une question, il a posé un fait. Il a dit simplement qu'il y a une structure qui détruit l'économie de la Guadeloupe qui s'appelle le RSI. Le président de la République lui a dit, oui, mais nous sommes en train de travailler là-dessus puisque les chefs d'entreprise vont gagner 9 points. Alors, 9 points, parce qu'il va réduire, il a demandé à baisser les charges patronales et les charges salariales. Je rigole, M. Zandouanis, je rigole grave. Parce que quand M. Macron dit cela, il ne prend pas en considération un fait simple, c'est que sur 100%, je dis bien, sur 100% d'indépendants qui cotisent au RSI, 58 à 62% de ces chefs d'entreprise n'ont ni salarié ni salaire. Oui. Alors comment un chef d'entreprise qui n'a pas de salarié peut-il contribuer aux charges patronales, je dis bien patronales, comment un chef d'entreprise peut-il contribuer aux charges salariales? Donc, M. Sapoti avait raison de poser cette question, mais la réponse du président de la République était totalement hors sol. Alors, dernier point qu'on voit avec vous, vous partez donc dans 24 heures en France pour une réunion avec le collectif des associations indépendantes. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette réunion? Alors, le SNEG fait partie d'un collectif d'associations, de présidents d'associations, je dis bien un collectif de présidents d'associations des indépendants de l'Hexagone et des Outre-mer. Et moi, en ma qualité de président du SNEG, je suis deuxième vice-président de la FIF, la Fédération des indépendants de France, qui elle-même organise ce grand rendez-vous. Et donc, effectivement, nous partons demain pour participer à cette grande réunion le 24 février à Nantes. Et cette réunion va nous permettre d'une part de nous retrouver, d'autre part de faire une expertise de nos travaux depuis que nous étions vus la dernière fois au Sénat, et nous allons prendre des positions arrêtées. Notamment, il est important pour nous de sortir un cahier des charges, puisque dans cette réunion, nous avons, en plus d'avoir invité les présidents d'associations, nous avons invité des membres du gouvernement, notamment M. Macron et Édouard Philippe. Alors, peut-être pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas eu envie de communiquer pour l'instant, pour ne pas dire en amont qu'ils seront là ou qu'ils ne seront pas là. Donc, peut-être qu'à la dernière minute, ils prendront la décision d'être là. Mais toujours est-il que j'ai invité, puisque j'ai eu l'autorisation de le faire, j'ai invité nos 7 parlementaires à prendre part à cette réunion. Madame Jasmin nous a répondu qu'elle ne pourrait pas parce qu'elle a d'autres engagements. Hein, et donc, j'attends de voir... j'ai vu le sénateur Théophile hier qui m'a dit qu'il ne pourra pas être là, mais qui va dépêcher un ou deux collègues à lui, à Nantes, d'être présents. Il y aura la presse. Il y aura D'ailleurs, je mets juste une petite parenthèse, il y a une presse Guadeloupe avec un journaliste de Guadeloupe,
je suis pas autorisé à citer son nom, nous en parlerons en off tout à l'heure, et donc qui sera présent pour couvrir cet événement. Et donc dans cette réunion, nous allons parler justement, comme je l'ai dit, du RSI et de la CIPAV, parce qu'il n'y a pas que le RSI qui traumatise les chefs d'entreprise, mais quand vous êtes en profession libérale, vous dépendez de la CIPAV. Mais c'est le même bordel, hein, RSI et CIPAV. Nous avons parlé de l'avenir de la SSI, parce que si le RSI n'a pas été soumise à concurrence pour exister, donc c'est un délit, et nous posons la question, si elle ne devait pas exister, comment se fait-il que la SSI existe sans avoir été soumise à la concurrence, comme l'oblige l'arrêt pour ses pistes? Ça, c'est une chose. Troisième chose, nous allons parler des retraites et des handicapés chez les indépendants, parce que les retraités ici touchent une pension minable. Et nous parlerons de la liberté de s'affilier, parce que les gens sont libres, nous sommes en Europe, et la directive de 2016 permet aux gens normalement de s'affilier là où ils veulent en Europe.